Merci Marie-Laure, merci Olivier. Donc effectivement, je vais vous parler des aidants naturels des patients atteints de troubles cognitifs majeurs. Je vais d'abord parler de faire des généralités, de voir leur pathologie, leurs problèmes en général, et puis je vous parlerai de mon retour d'expérience sur la consultation qui a été mise en place à l'hôpital Broca de dépistage de la fragilité des aidants. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, pour ce qui concerne les troubles cognitifs majeurs, comme on dit maintenant, ou la démence, il y a 47 millions de sujets atteints de troubles cognitifs majeurs au monde et il devrait y en avoir 3 fois plus en 2050, bien que l'incidence diminue pour des raisons complexes dans la cohorte de Framingham. En France, l'étude PACWIN nous dit qu'il y a 900 000 patients atteints de maladie d'Alzheimer et seulement un patient sur 2 est diagnostiqué. 60% des patients vivent à domicile, ce sont donc des patients susceptibles d'être aidés. Et le coût moyen annuel d'un patient est très élevé. Il est de 2 200 €, dont à peu près la moitié, plus de la moitié, à la charge de la famille. Pour les aidants naturels ou les proches aidants, ça a une définition et ça a une définition bien stricte parce qu'on est dans une politique d'éventuellement de mettre en place un statut juridique pour l'état d'aidant. Donc c'est un conjoint, un concubin, un ascendant, un descendant, un collatéral jusqu'au 4e degré de parenté qui apporte de l'aide humaine mais n'est pas salarié pour cette aide. Pour les aidants de personnes âgées dépendantes, on pense qu'ils sont 4,3 millions en France. Leur âge moyen est de 59 ans et 53% sont des femmes. Un tiers sont les enfants de la personne âgée et 57% sont leurs conjoints. 47% travaillent. Vous voyez les problématiques que ça peut poser. Et 33% sont retraités. Toutes ces données viennent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'une étude qui a été faite par l'adresse qui s'appelle Handicap, santé, aidant informel. Être aidant, ça a des conséquences psychologiques, médicales, sociales. Alors, d'abord, les conséquences psychosociales. Quand on est aidant, on ressent ce qu'on appelle le fardeau. C'est un mot qui veut bien dire ce qui n'est pas très joli, mais c'est le stress et la frustration perçue due au statut de l'aidant. Le fardeau, il est mal corrélé à la charge réelle. Ça veut dire qu'il dépend d'autre chose que de la dépendance. Et il est associé à un placement plus précoce, d'où des multitudes d'études pour essayer d'alléger ce fardeau. Il y a 2 modèles en psychologie qui ont essayé de savoir pourquoi les gens ressentaient ce fardeau. Un qui est assez simple. Les sujets sont déments, ils deviennent dépendants, ils ont des troubles du comportement. Le fardeau, la difficulté apparaît pour l'aidant qui développe des problèmes psychologiques, médicaux, sociaux. Un autre modèle, c'est un tout petit peu différent, c'est ça allait déjà pas bien. Dans la famille, dans le logement, dans le travail, et s'ajoute le handicap. Ensuite interviennent les secondary stressors, comme on dit, c'est des conflits familiaux par exemple, et on arrive aux problèmes neuropsychologiques avec ce qui est rapporté par la plupart des aidants, c'est une impression de captivité. Alors, les conséquences psychologiques, elles sont importantes et vous verrez que les chiffres sont très variables parce qu'il y a beaucoup d'études, mais faites dans des contextes tellement différents qu'il est difficile de tout uniformiser. Dépression, entre 23 et 85% des aidants sont déprimés. Pour l'anxiété, c'est 16 à 45%. Quelque chose d'intéressant, c'est que être aidant de quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer est pire que d'être aidant de quelqu'un qui a une autre pathologie. Le taux de dépression est plus élevé.
Les facteurs de risque pour être atteint de ce qu'on appelle le fardeau, ce stress, c'est le sexe féminin, être l'époux de la personne aidée, le fait que la personne aidée présente des symptômes psychocomportementaux, des démences qui peut être tout à fait compréhensible, puisque c'est ce qui est le plus dur à vivre pour les familles. Qu'il y ait d'autres événements stressants comme des conflits familiaux, une diminution des activités sociales, que les personnes aidantes soient elles-mêmes atteintes de problèmes somatiques et qu'il y ait une mauvaise qualité des relations avec la personne aidée. D'ailleurs, dans certains cas, on peut faire des thérapies conjugales, voire familiales, dans la dyade aidant-aidé. Et puis, il y a des problèmes intrapsychiques qui sont prédictifs de ressentir un fardeau important. C'est un faible niveau de self-esteem et un caractère névrotique. On peut dire névrosé en français, ça vient des Big Five, c'est de la psychologie. Alors, les conséquences médicales sont loin d'être minimes. Pour ce qui concerne les consultations, je pensais l'inverse, mais bon. Les consultations sont plus fréquentes chez les aidants. Cela dit, c'est controversé parce que dans l'étude DRESS dont je vous ai parlé, 18% des aidants disent quand même avoir déjà renoncé à des soins en raison de leur statut d'aidant. Les patients ont une prévalence plus élevée de maladies cardiovasculaires. Est-ce que c'est parce que c'est lié au stress ou est-ce qu'ils n'ont pas de mesures de prévention, surtout ? Et puis, ils ont plein de médicaments, mais très peu de mesures de prévention. Et de manière indépendante de tout, la mortalité est plus élevée chez les aidants que chez les non-aidants. Donc, la HAS en 2010 a dit qu'il fallait mettre en place des consultations de dépistage de la fragilité ou de la santé, on va dire en général, physique et psychique, chez les aidants. À ma connaissance, ça n'a pas eu lieu, mais c'est vrai que pour un médecin traitant, 15 minutes pour évaluer la santé globale d'une personne, c'est un petit peu difficile. Les conséquences sociales, quand on est aidant, on s'isole, donc on a une diminution du lien social et des loisirs. Pour l'emploi, c'est très compliqué. Presque la moitié des aidants travaillent, d'où un absentéisme et une perte d'efficacité. Mais c'est un cercle vicieux parce que le travail, ça représente aussi pour les aidants un épanouissement et peut diminuer le fardeau. Donc, il faut encourager les personnes à travailler plutôt. Et puis, ça a un coût direct du handicap et puis des coûts indirects qui sont liés aux arrêts maladie et aux mises au temps partiel. Donc là, ça sera le retour d'expérience sur le dépistage de la fragilité des aidants informels de patients déments qui a été conduite à l'hôpital Broca où a été mis en place le premier hôpital de jour, quelque chose où on avait vraiment du temps pour évaluer l'état médico-psychosocial et clinique des aidants. Donc, on a inclus consécutivement les aidants informels de patients atteints de troubles cognitifs qui ont bénéficié d'une évaluation très, très complète en hôpital de jour. On recueillait leurs antécédents, les traitements qu'ils prenaient. Ils avaient un examen physique détaillé par un gériatre aguerri. Ils avaient des tests neuropsychologiques très exhaustifs. Ils avaient des tests psychologiques avec la dépression. L'échelle de Pichot a été retenue. 13 questions. Plus c'est élevé, plus on est déprimé. L'anxiété, l'échelle de Goldberg, plus c'est élevé, plus on est déprimé. Et puis cette fameuse échelle que peut-être vous connaissez, c'est l'échelle de Zarit qui évalue le fardeau, qui est sur 88, avec 22 questions cotées de 0 à 4. C'est un auto-questionnaire, donc quand même subjectif. Et il reflète le niveau de fardeau, donc le stress ressenti par l'aidant. Il y avait aussi une évaluation nutritionnelle, essentiellement faite avec le MNA, qui est un mélange, un score qui est un mélange de valeurs anthropométriques et de détermination des ingestats, puis une évaluation sociale. Donc la fragilité a été déterminée selon les critères de Frick, qui sont des critères très scientifiques, assez peu adaptés, enfin qui s'enrichissent de plus en plus, qui sont une perte de poids de plus de 4 kg, un épuisement, une faiblesse musculaire qu'on peut voir au hand grip, c'est-à-dire en serrant un dynamomètre, une vitesse de marche lente et puis une activité physique faible. À l'issue de ça, on classe les patients en 3 catégories. Fragile, plus de 3 critères, préfragile, 1 à 2 critères, ou robuste, c'est-à-dire va très bien.
Et puis on a utilisé une ANOVA pour évaluer les déterminants de la fragilité. Voici les résultats. Donc, on a inclus 85 sujets âgés, 72 ans, 73 même, 61% de femmes et 85% de conjoints. L'aide procurée était vraiment conséquente puisque dans tous mes chiffres là qui se suivent, vous pouvez voir que quand même 35% des patients faisaient des aidants, je veux dire, faisaient eux-mêmes la toilette des aidés par exemple, ce qui pose question. À l'examen clinique, on leur a trouvé des choses graves, des anomalies neurologiques cutanées et cardiaques dans 7, 14 et 16% des cas. Des gens qui sont allés se faire soigner ont bénéficié d'un suivi ultérieur pour ceux qui l'ont accepté. Et puis des symptômes dépressifs. 54% des sujets rapportaient des troubles du sommeil et 30% une perte d'appétit. Et puis les aidants étaient sous antidépresseurs dans 23% des cas et hypnotiques dans 22% des cas. Vous voyez que c'est beaucoup. Et puis le score moyen, l'échelle de Zarit, il était moyen. Pour la fragilité, seulement 9 étaient robustes, 40 étaient préfragiles, 36 étaient fragiles. Les déterminants de la fragilité. Alors il y a des choses qui sont assez implicites. Pour ce qui concerne l'appétit, le MNA, la diminution de l'appétit, c'était associé à la fragilité, mais c'est normal parce que ça fait partie des critères de Fried quasiment. Le get-up and go test qui teste la marche, plus on marchait lentement, plus on était fragile. C'est normal, ça fait aussi partie des critères de Fried. Ce qui était très associé aux critères de Fried, c'était tout ce qui concerne l'anxiété et la dépression. Et ça ne fait pas partie des critères de Fried. Les gens fragiles aussi consultaient plus souvent leur généraliste. Et à la marge, ils avaient une Zarit, donc une épreuve un questionnaire du fardeau plus élevé. Qu'est-ce qu'on a conclu que de ça? Que la prévalence de la fragilité, vous savez, cet état transitionnel entre le vieillissement normal et pathologique sur lequel on peut intervenir, était très élevée chez les aidants familiaux. Que la dépression était un déterminant net de la fragilité dans cette population et qui pourrait être pris en compte dans les critères de fragilité de manière à mieux prévoir la dépendance, et que l'évaluation de la fragilité des aidants dans ce cadre, dans un hôpital de jour par exemple, mériterait d'être généralisée parce qu'ils pourraient bénéficier de programmes multi-interventionnels spécifiques qui sont efficaces dans la fragilité et qu'il faudrait adapter aux aidants en particulier. On vient de monter à l'hôpital Paul Brousse, j'étais à Broca avant, je viens d'arriver à Paul Brousse, la même chose. Mais on vient juste de démarrer. Dans la littérature, quand on regarde les études d'intervention, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces aidants? Elles sont très hétérogènes et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir une réponse. En effet, elles incluent des populations différentes avec des croyances, des niveaux socio-culturels différents. Bien sûr, c'est fait dans des pays différents où l'accès aux aides sociales, aux ressources sont très différentes. Et puis, on a une hétérogénéité des interventions. Ça peut être des interventions psychosociales, ça peut être des interventions d'activités sportives, par exemple, ou d'Internet. La durée de suivi est très différente et puis le critère d'évaluation principal est souvent très différent selon les études. Par exemple, ça peut être le délai par rapport au placement. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûre pour la qualité de vie de l'aidant. Et ça peut être aussi le degré d'agitation du patient ou ça peut être la qualité de vie de l'aidant. Et puis surtout dans ces études, il y a une grande difficulté, c'est de trouver un groupe placebo, si je puis m'imprimer ici, c'est-à-dire des aidants qui ne sont pas dans le groupe intervention, mais qui n'ont rien du tout, parce qu'on ne peut pas se garantir qu'il ne se passera rien du tout et qu'ils n'auront aucune ressource quand même. Donc finalement, la dernière méta-analyse et la dernière méta-review montrent que toutes ces études ont un faible niveau de preuve. Individuellement, il y a pas mal de choses qui sont faites. Les programmes d'éducation ont un impact positif sur le fardeau et sur la dépression. Les programmes psychosociaux et les thérapies sont efficaces sur le stress et la qualité de vie des aidants. Les aides sociales, c'est-à-dire le répit, les case managers, sont efficaces sur la qualité de vie, le fardeau, les syndromes psychocomportementaux des démences et le placement. Donc ça va être peut-être la chose la plus
la plus robuste. Les conseils téléphoniques sont très appréciés, sont efficaces sur la dépression, mais l'effectif est un petit peu insuffisant dans les méta-analyses. Et les programmes Internet, avec ou sans professionnels, sont efficaces sur la dépression et le stress. En fait, les études qui semblent le plus efficaces sont les études multi-interventionnelles, mais elles sont extrêmement difficiles à mettre en place. L'aide aux besoins aux aidants en France, donc le CNSA a demandé aux aidants de quoi ils avaient besoin. Ils ont besoin d'une formation qui ne soit pas une professionnalisation du rôle de l'aidant, c'est ce que dit la majorité, d'une disponibilité plus grande des services professionnels d'aide et de soins à domicile, d'une conciliation plus simple avec la vie professionnelle, des formules de répit de proximité, des dispositifs de soutien à des prestations de médiation familiale, comme les case managers, et une information mieux organisée et plus adaptée. Alors, qu'est-ce qu'on a dans tout ça ? Alors, est en train de se discuter un statut juridique de l'aidant qui fait que l'aidant pourrait devenir éventuellement un salarié sous plein de conditions que je ne connais pas encore. D'ailleurs, la loi n'est pas faite. Beaucoup d'aidants seraient partants et beaucoup ne seraient pas partants. Actuellement, ce qu'on a pour les aidants, c'est des formations qui ont lieu au sein d'associations, au sein des hôpitaux, au sein des EHPAD et des mutuelles en général. Les structures de répit, 65 nouvelles plateformes de répit sont prévues dans le plan maladie neurodégénérative 2004-2019. Le répit, c'est accueil de jour et hébergement temporaire. Les permanences téléphoniques qui ont montré qu'elles avaient quand même un impact important sur le stress et sur la dépression sont assurées par cette structure, par exemple France Alzheimer. Les groupes de parole aussi sont possibles entre aidants ou avec aussi le patient des fois. Les forums en ligne existent de qualités différentes. Et pour les aides à domicile, dans ce plan maladie neurodégénérative, il est prévu 64 nouvelles équipes spécialisées Alzheimer. Pour les aides financières et les congés, tout le monde ne le sait pas, mais grâce à l'APA, un aidant familial peut être rémunéré. Il y a beaucoup de conditions. Je ne l'ai jamais vu, mais bon. Les gens ont une petite enveloppe de droit au répit. En cas de maladie, ils peuvent recevoir 500 € par an pour faire accéder leur aidé, on va dire, à une structure. Il y a quelque chose d'important, c'est le congé proche aidant. C'est 3 mois renouvelables dans la limite d'1 an dans la carrière, qui ne peut pas être refusé par l'employeur pour pouvoir s'occuper d'un proche. Et enfin, comme dans le cadre des soins palliatifs, il y a le congé de solidarité familiale. C'est 3 mois renouvelables une fois pour prendre soin d'un proche dont le pronostic vital est engagé. Donc ça, c'est la même chose que pour les soins palliatifs. Donc pour conclure, la santé des aidants est de plus en plus prise en compte parce qu'on voit que leur nombre augmente puisque les personnes âgées dépendantes augmentent et qu'ils sont au centre du maintien à domicile, qu'ils sont très malades et qu'ils dispensent eux-mêmes des soins qui seraient très coûteux s'ils étaient dispensés par d'autres. C'est une population complexe qui est difficile à recenser puisqu'elle ne se déclare pas aidant, qui est difficile à traiter puisqu'ils refusent particulièrement les aides. Actuellement, les aides sont insuffisantes, mais au moins elles augmentent. Il y aura peut-être un statut juridique d'aidant. Et il y a des programmes multi-interventionnels de tout type qui se mettent en place, mais il faudrait les harmoniser et mettre en place des études de grande ampleur pour prouver leur efficacité. Je vous remercie de votre attention.